OK, salut la gang. Aujourd'hui, on va voir la force gravitationnelle universelle. On va mettre de côté le mouvement circulaire pour tout de suite. On va revenir quand on va parler des satellites et des les orbites. Pour ça, je vais faire un petit recap sur la force gravitationnelle universelle. Donc, jusqu'à date, dans cette unité, on a vraiment juste vu la force gravitationnelle à la surface de la Terre. Donc, Fg est égal à mg quand on parle du poids. Hein? La force gravitationnelle ayant la direction du champ gravitationnel. Donc, on se souvient que le champ gravitationnel, la valeur G vectorielle ici, petit g, c'est combien de newtons un kilogramme ressentirait dans un certain champ gravitationnel. Je me souviens l'année passée, ce n'était pas le concept le plus facile à maîtriser. On voit souvent G comme étant une accélération gravitationnelle, mètres par seconde carré. Mais dans le contexte de la dynamique, quand on parle des forces, on appelle ça le champ gravitationnel. Ça décrit la façon qu'une masse centrale peut tirer vers elle d'autres masses. Donc, les unités ici, on va prendre, ça va être des newtons par kilogramme. Cette équation ici, elle est très utile quand on connaît la valeur du champ gravitationnel à un endroit précis, donc à une distance précise d'une masse connue, comme la Terre. On utilise ça quand on connaît la masse de la Terre, on connaît la distance du centre de la Terre, donc quand on parle de la surface de la Terre, on retrouve un champ gravitationnel de 9,81 newtons par kilogramme, ou des mètres par seconde carré quand on parle de cinématique. Donc je vais vous montrer la comparaison entre les deux équations qu'on connaît. On connaît la force gravitationnelle comme mg quand on connaît le champ, mais on connaît aussi, depuis l'année passée, l'équation universelle. Donc ça, c'est qu'est-ce que Newton avait vraiment trouvé. Là. Lui avait trouvé une relation entre n'importe quel deux corps, soit une personne sur la Terre, soit une lune alentour de la Terre, soit la Terre alentour du Soleil, ou n'importe quel autre corps céleste. Il avait dérivé ça en observant les trajectoires des planètes qui avaient été analysées et tracées par les astronomes Tycho Brahe et Johannes Kepler. Ça, c'est les deux qui ont pris plein d'informations, qui ont été capables de démontrer les trajectoires de diverses planètes qui étaient connues à l'époque. On va voir ce qu'eux autres avaient découvert plus tard dans notre unité. C'est quand même assez intéressant. Eux autres, c'était vraiment juste mathématiques. Ils ont dit, regarde, voici ce qu'on observe, voici les règles mathématiques. Newton lui a regardé ça et il a dit, hey, il y a une loi physique qui est en train d'expliquer ceci. C'est comme ça qu'il avait été capable de ressortir la force gravitationnelle universelle. Donc, comment est-ce qu'il est arrivé à ceci? Il a fait plein d'observations avec les données de Johannes Kepler et Tycho Brahe. Puis il avait remarqué que plus qu'une des masses augmentait, donc il regardait à toutes les différentes masses du système solaire, soit la Terre, la Lune, n'importe quelle autre masse qu'on connaissait dans notre système solaire à l'époque. Puis il avait remarqué que plus que la masse augmentait, donc on avait un graphique de masse, et ici on aurait la force gravitationnelle, plus que la masse augmentait, plus que la force gravitationnelle augmentait avec. C'était linéaire, c'était directement proportionnel. On a déjà vu ça, hein? Ça augmente si la masse double, la force gravitationnelle double. Si MA double, la force gravitationnelle double. Si MB double, la force gravitationnelle double. Hein? Ou triple, ou quadruple, ou peu importe. C'est ça la proportionnalité directe. C'est pour ça qu'on dit que la relation de la force gravitationnelle à la masse, elle est proportionnelle au produit des masses qui s'attirent. Okay? Deuxième chose qu'elle a remarqué, c'est que la distance avait un effet aussi. Si on regarde à la distance, deux objets qui étaient très proches, peu importe leur masse, si les deux objets étaient très proches, il y avait une grande force gravitationnelle. Quand ils étaient très loin, quand le rayon était très loin, il y avait une très petite force gravitationnelle. Ce qu'il a observé, c'était une relation qui était inversement proportionnelle à la distance de les deux au carré. Okay? Donc, il a regardé ça, puis c'était strictement une analyse mathématique. Il a dit, si j'ai une force qui est en train de les tenir ensemble, peu importe ce que ce soit, voici la façon qu'elle agit. Si la masse double, la force gravitationnelle double. Si le rayon double, la force gravitationnelle va diminuer de un quart. Va diminuer à un quart de sa grandeur. Hein, va diviser par 4. C'est inversement proportionnel à le rayon au carré. Donc, essentiellement, avant d'arriver à cette équation, Newton avait trouvé une relation. Il avait trouvé une relation de proportionnalité. Lui, il avait trouvé le suivant.
Donc, on met le petit symbole, le petit poisson, là, un alpha. Ce n'est pas un signe d'égalité, c'est un signe de proportionnalité. Il nous a dit que la force gravitationnelle est directement proportionnelle au produit des masses. Si les masses changent, il va y avoir un effet qu'on peut calculer à la force gravitationnelle. Et inversement proportionnelle à la distance entre les deux masses au carré. Donc, il avait trouvé ça. C'était des dérivations mathématiques, évidemment pas très simples, mais c'est ça qu'il a été capable de remarquer. Donc, on va exploiter ceci pour notre premier exemple. Donc, le premier exemple nous parle d'un engin spatial. Donc, la grandeur de la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur un engin spatial situé à une certaine distance est de 1,2 fois 10 à 2 newtons. Donc, on connaît la force entre un engin spatial et la Terre. On connaît la force entre les deux. Que serait la grandeur de la force de gravité sur un deuxième engin? Donc, on va prendre une autre situation qui a une masse de 1,5 fois plus grande. Donc, 50% plus grande. Une fois sa masse, ça serait la même masse. 1,5, ça veut dire 50% de plus. Donc 50% plus grande que la première engin spatial et située à une distance du centre de la Terre de 0,45 fois la grandeur du premier. Donc on va rapetisser le rayon, on va les rapprocher. Donc la masse a augmenté de 50% et le rayon est rendu à 45% de sa valeur initiale. Commençons avec ce qu'on se connaît de la première sonde spatiale. On sait que la force gravitationnelle, on va dire Fg, est égale à 1,2 fois 10 à la 2 newton. C'est un peu foiré, là. On va écrire ça. Donc, on sait que la force gravitationnelle est de 1,2 fois 10 à la 2 newton. Ça, c'est égal à Fg. On connaît la force gravitationnelle. Donc, on avait un dynamomètre super spécial, là. On est capable de calculer la force gravitationnelle. Dans la deuxième situation, je suis en train de dire qu'il y a des changements dans la masse A. La Terre ne va pas changer. Peut-être on va dire que on va mettre la masse de la Terre ici et la masse de notre engin là. Okay? MT et ME. La masse de la Terre, elle, n'a pas changé dans ma situation, mais la masse de l'engin, elle, va changer et la distance entre les deux va changer aussi. Donc essentiellement, je connais cette valeur initiale. Je vais faire des changements à mes variables, les masses et la distance, puis je vais voir comment ça va avoir un effet sur la force gravitationnelle. Donc, on va faire le suivant. Fg, c'est proportionnel à la masse de la Terre, la masse de l'engin, sur le rayon au carré. Comme c'est là, ça me donne une valeur de 1,2 fois 10 à la 2 newton. Et pas exactement, ce n'est pas une égalité, mais je sais qu'avec ce setup-là, je retrouve cette valeur ici. Okay? C'est bien pour tout de suite. Maintenant, je vais faire mes changements. La masse de la Terre, elle, reste pareille. La masse de mon engin spatial, elle, on va prendre la même masse de l'engin spatial initial, puis on va la multiplier par 1,5. Elle augmente de 50%. 1,5 fois ma masse initiale, c'est 50% de plus que ma masse initiale. Similairement, avec mon rayon, je vais prendre le même rayon que tout à l'heure, mais je vais le multiplier par mon facteur de 0,45. 45% de mon rayon. Faites attention ici, l'exposant à la 2, il n'est pas collé sur le rayon, il est collé sur ma nouvelle valeur. Hein, tout ce qui est dans ma parenthèse, c'est pour ça que quand on remplace des variables, c'est important de les mettre dans parenthèse. Mon exposant, lui, s'applique sur les deux facteurs ici. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire un petit nettoyage de mon équation. Je vais sortir mon 1,5 puis le mettre en avant, puis je vais sortir mon 0,45 aussi. Ce qu'on finit avec, c'est le suivant. Si je sors mon 1,5, je vais avoir 1,5 ici, sur 0,45, mais quand il sort de la parenthèse, il faut qu'il passe par l'exposant. 0,45 à la 2. Ce qui me reste, c'est tout ce que j'ai en noir ici. Je vais avoir la masse de la Terre, la masse de l'engin, sur le rayon au carré. Remarque que ceci, cette valeur-là, c'est ma valeur initiale. C'est le setup initial qui me donnait ceci. Donc, essentiellement, si je connais les changements de mon état, ou de changement de mes masses et de la distance entre les deux, et je connais la valeur initiale de ma force gravitationnelle, je peux voir qu'est-ce qui arrive à la force gravitationnelle en conséquence. Donc, si la masse de l'engin a été multipliée par 1,5, je vais multiplier ma force gravitationnelle par 1,5. Si la distance a changé de 45%, ou est rendue à 45% de la valeur initiale, je vais aller diviser ma force gravitationnelle initiale par 0,45 deux fois.
Et donc, je vais le réécrire au long. 1,5 sur 0,45 à la 2. Je vais remplacer en noir ici ma valeur initiale. Mes conditions initiales me donnaient cette force. J'ai fait des changements. Voici mes changements. Ma force gravitationnelle résultante serait donc, ici, là, Fg serait égal à 888,8 périodiques Newton. Okay. Fg, si je considère mes chiffres significatifs, je vais en avoir, je crois que c'est deux chiffres significatifs. Je finis avec 89 fois 10 à la 2, 8,9 fois 10 à la 2 Newton. Donc, remarquez que c'est une augmentation. Donc, la masse a augmenté et la distance a diminué. Donc, c'est certain que la force va être plus grande. J'ai une plus grande masse pour mon engin spatial, donc la valeur va augmenter. Pas juste ça, mais j'ai diminué la valeur entre mes deux masses. Donc, ceci va augmenter la force d'un quand même assez grand facteur. Donc, voilà notre force gravitationnelle. On passe à la prochaine pour voir qu'est-ce qui est arrivé pour que la relation de proportionnalité à Newton devienne une équation. On change notre petit signe de proportionnalité ici, l'alpha, pour un signe d'égalité. On se voit dans 2 secondes. OK. Quand Isaac Newton avait trouvé sa proportionnalité, le fait que Fg était proportionnel à ma mb sur r au carré, il avait trouvé les facteurs qui avaient une influence sur la force gravitationnelle. Si les masses augmentent, la force gravitationnelle augmente. Si la distance entre les deux masses change, la force gravitationnelle va changer. Puis il avait même trouvé comment est-ce qu'elle changeait. Directement proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle à la distance au carré. OK. Ce n'était pas une égalité. Donc, il faisait ses calculs, il prenait les masses d'une lune et du soleil, et il divisait par la distance entre les deux, puis ça ne donnait pas la bonne réponse. Il était toujours off par quelque chose. Il essayait avec plein d'autres exemples, là, il n'arrivait pas à la bonne réponse. Il était toujours off par un facteur qui était constant. Il y avait toujours un facteur, d'environ 6,67 fois 10 à la moins 11. Et, comment ça que c'est toujours cette valeur-là? Pourquoi est-ce qu'il y a un facteur, une erreur de grandeur que je suis toujours off? Donc, imaginez qu'il y avait toujours la moitié de la valeur qu'il voulait avoir. Toujours la moitié, peu importe ce qu'il faisait. Il était toujours off par la moitié. Mais il dit, bien, je vais doubler. Il va rajouter son facteur. Donc, ce qu'il a fait dans son équation, c'est dit, pour avoir une égalité, je dois rajouter une constante. Je dois rajouter une valeur qui est appelée grand G, qui est la constante gravitationnelle universelle. Cette valeur ici est constante dans tout l'univers. Elle ne change jamais, au moins pas d'après nos observations. La valeur est de 6,67 fois 10 à la moins 11. C'est un nombre extrêmement petit. Newton n'avait pas eu cette valeur exacte. Okay? Il y avait une approximation. Je ne suis pas exactement certain c'était quoi la valeur qu'il avait eue, peut-être dans la même ordre de grandeur, mais ce n'était pas extrêmement précis. Il faisait ses calculs, c'était avec des valeurs, des données qu'il avait eues de Tycho Brahe et de Johannes Kepler, eux autres qui avaient trouvé tout plein d'informations à propos des orbites des planètes connues à cette époque. Donc, il y avait des bonnes données, mais ce n'était pas exact. Plus tard, il y a un scientifique, Henry Cavendish, qui a fait une expérience avec des outils beaucoup plus précis et avec des énormes masses. C'était des grandes boules, des grandes masses qui plaçaient à côté d'une petite masse, telle qu'il y avait une force gravitationnelle d'attraction entre les deux, puis il y avait une barre à torsion. C'était une façon de calculer la force appliquée. Donc, je vais passer une petite vidéo qui l'explique, vous allez voir de son expérience un peu plus en détail. C'est quand même assez intéressant. Mais il avait été capable de trouver la valeur de G beaucoup plus précisément. Finalement, ici, on doit parler des unités de mesure. Newton savait qu'il avait besoin d'une force, donc il faut que ça finisse avec des newtons. Puis il avait remarqué, j'ai des masses fois une masse, kilogramme fois kilogramme, puis j'ai distance à la 2, j'ai des mètres à la 2. Lui, il voulait finir avec des newtons. Donc, ce qu'il dit, mon newton, il va être caché dans ma constante gravitationnelle. Il n'y a pas d'accélération là-dedans. Vous savez qu'un newton, c'est des kilogrammes fois mètre par seconde carré, masse fois une accélération. On n'a pas de temps là-dedans, il n'y a pas d'accélération. Donc, il a dit, mon newton, l'unité du newton va être cachée dans la constante gravitationnelle. Donc, maintenant, il y a des newtons
fois kilogramme fois kilogramme, fois des kilogrammes carrés, divisé par des mètres au carré. Donc, ça ne fonctionne pas encore. Il faut annuler nos kilogrammes au carré et nos mètres au carré. Donc, ce qui dit, ben, je vais avoir des mètres au carré par kilogramme carré. Comme ça, quand on multiplie notre constante gravitationnelle, j'ai des newtons qui vont multiplier des mètres au carré avec des mètres au carré au dénominateur, hein, des mètres au carré à la moins 2 vont s'annuler, et les kilogrammes au carré aussi vont s'annuler. Donc, voici la constante gravitationnelle comme qu'on la connaît maintenant. 6,67 fois 10 à la moins 11. Extrêmement petit. Fois 10 à la moins 11, là, ça veut dire que c'est 0,0000011. C'est extrêmement petit, qui explique pourquoi la force gravitationnelle est tellement petite. OK. Pour notre deuxième exemple, pour appliquer la force de gravité entre deux objets, on va aller voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a deux masses de 4 kg qui sont séparées d'une certaine distance. Donc 4 kg, c'est quand même une très petite masse. Encore, considérez le fait que par terre, quand tu es debout là, sur le sol, tu as toute la force gravitationnelle de la Terre qui tire sur toi. Donc c'est une énorme masse qui est en train de tirer sur toi. Et toi, comme humain, oui, on a évolué dans cet environnement, mais tu es quand même capable de sauter et défaire, combattre la force gravitationnelle. Hein? Tu as toute la Terre qui tire sur toi, mais tes jambes sont assez fortes pour te faire sauter dans les airs. Donc, avoir une masse de 4 kg, ça ne va pas offrir une énorme force gravitationnelle. Okay. Donc, allons voir. Exemple 2. Détermine la grandeur de la force d'attraction entre deux boules de métal identiques d'une masse de 4 kg dont on se sert pour le lancer du poids chez les dames. Lorsque les centres sont à 45 cm l'un de l'autre. Donc, le lancer du poids, c'est du shot put, là, tu lances la grosse petite balle en métal. Donc, première chose, allons représenter notre situation. J'ai deux boules en métal. Ils ont des masses de 4 kg, MA 4 kg, MB 4 kg, et ils sont séparés d'une distance de 45 cm. Donc ça serait notre rayon. Hein? R, dans notre équation de la force gravitationnelle, c'est la distance entre les deux centres. Donc, ils n'ont pas spécifié que c'était de centre à centre, surtout à cause que la grandeur des masses, ça va être quand même négligeable. Et la grandeur ici est probablement comme 1 ou 2 cm. Ça ne va pas causer une énorme différence dans notre calcul. Au moins, l'ordre de grandeur va être quand même assez similaire. Peut-être pas la valeur numérique, mais l'ordre de grandeur va être dans la même place, va être dans la même ordre de grandeur. Quand on parle de les corps célestes, le rayon de la Terre, ça sera notre Terre, là, le rayon de la Terre, il est très grand donc en comparaison avec d'autres choses. On va parler des satellites qui sont en orbite autour de la Terre. On va voir que le rayon de la Terre a un très grand impact dans le calcul de la force gravitationnelle. Dans ce cas-là, il faut vraiment considérer le rayon interne de la Terre. Dans ce cas ici, on parle vraiment juste du 45 cm. On va assumer que c'est de centre à centre. La force gravitationnelle entre deux objets est donnée par G, la constante gravitationnelle. Ma première masse, ma deuxième masse. On remarque ici que masse A et masse B, c'est un produit. 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça donne la même réponse. L'ordre des deux masses n'est pas importante. Ça pourrait être la Terre, la Lune, la Terre, ça ne change rien. Et le rayon au carré. On rentre les informations qu'on connaît. La constante gravitationnelle, 6,67 fois 10 à la moins 11 newton, mètre au carré par kilogramme au carré. Masse A est de 4 kg. Masse B est de 4 kg aussi. Voilà, j'ai 4 kg. Et le rayon, la distance entre mes deux objets, est de... j'ai 45 cm qui les séparent. Remarquez que la constante gravitationnelle, c'est des newtons mètres au carré par kilogramme carré. J'ai des mètres ici qui doivent être annulés par des mètres en bas. J'ai besoin d'avoir ceci en mètres. Ceci me donne 0,45 mètres. Je viens avec 0,45 mètres au carré. Et là, je n'ai qu'à calculer pour voir c'est quoi ma valeur. 5 fois 10, 9 moins 9 newton. Okay. Donc, on trouve cette valeur. On conserve nos chiffres significatifs. Si je regarde ici, j'en ai 3. La valeur
de la consonne gravitationnelle, c'est à 3, donc 3 chiffres significatifs, 5,00 fois 10 à la moins 9 newton est égal à ma force gravitationnelle. Et voilà la grandeur. Remarque que, ici on a parlé de la grandeur de la force, donc je n'ai pas besoin de donner la direction. Si on parle de direction, c'est vraiment important de considérer sur quel objet. Si je parle de la force gravitationnelle sur cet objet, elle ressent une force d'attraction vers la gauche. Si je parle de la force gravitationnelle sur cet objet, elle ressent la même force, action-réaction, vers la droite. Donc, quand on parle de la direction, il faut préciser sur quel corps est-ce qu'on veut voir notre force. Donc, c'est tout pour ça. C'est vraiment une petite introduction. On va voir que ceci n'a pas nécessairement à faire avec le mouvement circulaire tout de suite, mais plus tard, quand on va parler des orbites, des satellites, des planètes, etc., ceci va devenir important. Donc, si vous avez des questions, postez-les sur le Classroom. Si vous avez des commentaires, si vous avez de la rétroaction, encore, c'est nouveau. Aussi, possible que je fasse des erreurs. Si vous les voyez, dites quelque chose, puis je me corrigerai pour la prochaine fois. OK? Bonne journée et on se voit à la prochaine.